Vous asseoir. Donc, le témoin sous le même serment. Oui. Donc, bonjour, M. Cloutier. Bonjour. Je demanderai à la greffière adjointe d'exhiber la pièce 26P77. Ce sont les revues de qualité DY. Oui. Attendez, on va exhiber à l'écran la pièce en question. Donc, je prends la première là, du 29 novembre 2017 et j'amènerai Madame la greffière adjointe à la page 40. Donc, c'est la section relative à la liste des entrevues structurées. On voit votre nom apparaître là, dans la section PMO, intégration et assurance qualité. Oui. Donc, je comprends qu'au fil de la réalisation du projet CASA, vous étiez rencontrés, vous, par l'équipe DY. Oui, tout à fait, oui. Bon, première question, peut-être en faire un pas de recul. Quelle est la différence entre votre rôle au bureau de programme et celui de intégration et assurance qualité, qui est par ailleurs dans la même section dans la structure organisationnelle? Le rôle d'intégration assurance qualité, pour le volet intégration, je suis moins familier, mais pour l'assurance qualité, dans le fond, il y avait comme responsabilité de s'assurer de la qualité des biens livrables qui étaient produits. C'était essentiellement ça, là, au niveau de... Parce qu'on sait que la documentation relative au projet devait être bien faite. Donc, l'assurance qualité, c'était cette équipe-là là, qui était responsable de ça. Je comprends. Entre autres, pardon, lorsque je référais ce matin à l'approbation des ententes de l'eau, ben, l'équipe d'assurance qualité s'assurait d'avoir vérifié que ce qu'on disait avoir livré ou documenté était bel et bien là. Vous m'avez devancé, c'était ma prochaine question. Donc, je comprends que les ententes de l'eau étaient validées par une équipe distincte de la vôtre. Oui, tout à fait. Oui, on ne voulait pas être jugé parti, évidemment. Je comprends tout à fait. C'était ma question. Ensuite, j'aimerais que, de façon générale, là, quels échanges vous aviez, vous, lors des revues de qualité avec les représentants d'EY? Comment ça se passait? Bien, j'avais comme un double rôle, entre guillemets, là-dedans, parce que c'était moi qui étais responsable d'orchestrer les revues d'EY. Oh, pardon. Excusez, monsieur le commissaire, c'est vraiment pas... Compréhensible, tout le monde le sait. Je suis désolé. Je ne sais pas combien de fois je le dis, mais bon. Donc, c'est ça. C'est moi qui avais la responsabilité, là, souvent au niveau du CD. On établissait avec la présidente les points sur lesquels elle désirait. C'est sûr qu'EY avait des points en particulier qu'il voulait venir vérifier, que ce soit au niveau des différentes équipes, la qualité du travail qui était effectué, comment on faisait pour être certain que les biens livrables étaient bien livrés, etc. Au niveau de la dynamique de projet. Mais souvent, la présidente ajoutait ses propres points. Sur lesquels elle était plus sensible. Mme Tremblay avait des beaux yeux bleus, comme vous, mais quand elle nous regardait et qu'elle voulait quelque chose, fait elle nommait à EY ces éléments là, sur lesquels elle voulait qu'ils mettent un peu d'emphase là, dans leur vérification. Donc, EY avait accès à toutes les instances de la structure organisationnelle dans le cadre de la revue de qualité? Tout. Okay. Et il n'y a jamais personne là, au niveau de la haute direction. Au contraire, ce qui était demandé, c'était aller chercher de l'info. Gênez-vous pas. On voulait une revue de qualité. Parfait. Puis en frais d'heure, pour vous, là, colliger l'information, rencontrer les gens d'EY, coordonner vos deux chapeaux là, avec Mme Tremblay, puis également avec l'équipe d'EY, ça ressemblait à combien d'heures là, par revue de qualité à peu près? Ah, c'est énorme, là. C'est énorme, là. Ces gens-là rencontraient, on orchestrait toutes les rencontres avec les différents acteurs qu'on voit à titre d'exemple ici. Puis EY, des fois, voulait revenir poser d'autres questions. Il fallait que je m'assure que EY, qu'on ait répondu à l'ensemble de leurs questions. S'assurer auprès des gens qui allaient être rencontrés qu'ils étaient libres de dire tout ce qu'ils voulaient. Là. Ce qu'on voulait, c'était la vérité. Là. Je comprends. Puis, dans le fond, je comprends également que les gens d'EY allaient voir l'équipe de technologie, je suis toujours à la même page, l'équipe de gestion du changement, l'équipe d'intégration et assurance qualité. Et là, ils faisaient leur revue au terme du cumul de l'ensemble de ces entrevues structurées-là. Exactement. Je comprends. Écoutez, de mémoire, là, chaque entrevue là, était entre 4 et 5 heures. Par personne? Par personne. OK. Fait que ça vous démontre le sérieux qu'il y avait en arrière de ça. Là.
Puis j'imagine que vous faisiez des suivis des revues de qualité d'EY? Oui, bien, effectivement, merci de le nommer. Une fois que la revue était complétée, EY était invité. Donc, il n'y avait pas de filtre là, entre EY et la société. Il était invité, je pense, c'est au CD et au CA, assurément au conseil d'administration, à venir présenter leurs résultats, leur analyse. Et de ça découlaient souvent des recommandations. Et mon équipe avait la responsabilité d'assurer un suivi, un registre des recommandations EY là, qu'on appelait. Et on s'assurait là, de la prise en charge de chacune des recommandations qu'EY nous faisait là, dans le cadre de leur revue. Comment concrètement ça se traduit faire un suivi d'une recommandation d'EY avec vos équipes? Bien, je vous donne un titre d'exemple. Il y avait à un moment donné dans notre équipe, au niveau du bureau de programme, une sensibilité par rapport à la lourdeur que l'outil SGPE amenait compte tenu du volume de travail qu'il y avait à faire. Puis il nous avait demandé d'envisager, de regarder peut-être une façon plus, comment je dirais, plus optimale pour les équipes, pour leur éviter de devoir compléter, à titre d'exemple. Il y a des équipiers qui pouvaient se ramasser avec 20, 25, 30 tâches, là. Donc, il nous avait demandé de porter une attention à cet égard-là, puis j'avais demandé à M. Mercier de regarder ça, puis on avait rectifié la situation. C'est un exemple que je vous donne. Je ne les ai pas tous en tête, mais c'est le genre d'exemple que je pourrais vous donner. Et des revues comme celle-là, au départ, je pense qu'il en était prévu 3 ou 4 de mémoire, puis la présidente en avait demandé 3 additionnels à un moment donné là, au cours du projet. Madame Tremblay. Madame Tremblay, oui. OK. Donc, je ne me trompe pas si je dis que l'une de vos responsabilités, c'était justement de vous assurer que le suivi des revues de qualité était fait de façon adéquate et rigoureuse. Oui. OK. Maintenant, pour la DVIEP, là, la direction de la vérification interne, est-ce que vous aviez des échanges avec les vérificateurs de la direction? Oh mon Dieu, oui. De quelle nature? Pardon? De quelle nature? Bien, il faut comprendre, une vérification interne, leur job, c'est de s'assurer qu'il n'y a rien qui cloche au niveau. Ils peuvent voir des éléments. Fait qu'ils étaient souvent sur le plancher, ils interpellaient beaucoup de personnes. Et je ne vous cacherai pas qu'à un moment donné, moi, les gens sur le plancher me le mentionnaient. Les gens c'est des gens hyper compétents, la vérification interne avec qui on travaillait. Mais je pense qu'il y avait de la difficulté à saisir dans quelle vérité nous, on était en termes de projet. Ce qui faisait que il interpellait beaucoup les gens, il revenait souvent sur les mêmes sujets. Souvent, il disait qu'il y avait de la difficulté à obtenir de l'information. Mais là, il faut comprendre que les gens là, sont en plein projet. Là. Et là, ben là, tu te fais pigner une fois, 2 fois, ben à un moment donné, c'est sûr là, que ça devient, entre guillemets, agressant. Ce n'était pas des gens agressifs, c'est pas ça que je veux dire, mais ça peut venir un peu tannant, OK? Puis moi, pour avoir travaillé dans d'autres organisations, si je vous fais un parallèle, parce que j'ai vécu des vérifications internes, monsieur le commissaire, ailleurs qu'à la société. Et je dirais que la dynamique était différente dans le sens suivant. C'était, oui, des vérificateurs qui nous ciblaient des éléments d'amélioration, mais ils nous accompagnaient aussi dans le processus de réflexion de solutions pour corriger ce qu'eux autres avaient vu. Fait que la dynamique était un peu différente. Ceci étant dit, la vérification interne, ça n'en prend. Est-ce que c'était dans vos expériences passées des projets aussi gros et aussi onéreux? Non. Non. Moi, c'était le premier gros projet que j'avais. Là. Mais je vous explique juste le contexte. Je comprends. Et vous me disiez que dans votre eau de vie, là, les vérificateurs internes vous accompagnaient dans quoi exactement? J'essaie de comprendre la distinction avec celui. Bien, dans l'élaboration de trouver une solution. Supposons qu'ils trouvaient un problème qui, pour eux autres, était important. Bien, où j'avais travaillé avant, ils nous accompagnaient dans ça. Ils nous aidaient à trouver des solutions pour pallier aux problèmes qu'ils avaient trouvés. Donc, ce qui n'était pas le cas dans le cas. C'était pas le cas avec la vérification interne, non. J'ai plus de questions, monsieur le commissaire. Parfait. Oui, quelques questions en lien avec EY. Oui. Vous avez dit que vous avez rencontré EY à peu près 4 heures. Par ressource. Par ressource. Puis vous avez passé combien de temps avec EY?
Je passais, parce que c'est là que excusez, j'avais pas fini tantôt. C'était mon deuxième rôle, pas mon deuxième rôle, mais il m'interviewait moi et mon équipe. Donc, c'était ça le deuxième volet. J'étais à la fois responsable de céduler les rencontres d'EY auprès de tous ces gens-là. Tout à fait. Puis eux m'interviewaient sur ce qu'eux autres, comment fonctionnait le bureau de projet. Là. Parfait. On a vu quelques tableaux, comme vous dites, que vous avez présentés avec des indicateurs au vert, des fois au jaune. Ensuite de ça, on vous a montré des tableaux qui étaient plus dans le rouge et dans le jaune, bien évidemment. Est-ce que vous avez montré ces tableaux-là à EY? Des tableaux, vos premiers tableaux? J'imagine que oui, parce qu'il venait regarder la façon dont on fonctionnait. Ça fait que d'après moi, il était à même de voir l'évolution d'un deck. Là. Le deck étant la panoplie là, d'éléments qu'on mettait pour la reddition de compte. Donc, les tableaux de ce matin qu'on vous a montrés, qui sont les vôtres, là, et non ceux qui ont été présentés plus haut, vous me dites que vous les avez présentés à EY? Bien, je ne suis pas capable de vous le confirmer, Monsieur le commissaire, mais d'après moi, ils ont vu parce qu'ils venaient regarder tout le processus, comment on faisait ça, notre édition de compte. Fait que ça ne me surprendrait pas qu'ils l'aient vu. Ça ne me surprendrait pas. Parfait. Question, réinterrogatoire? Oui, allez-y. Monsieur Cloutier, dans le cadre de votre travail, est-ce que vous aviez à analyser les documents d'appel d'offres? Bien, j'ai participé de mémoire à... Je me souviens plus c'était quelle étape là, de l'appel d'offres CASA. Là. Bien, là, au moment de sa conception ou lors de votre travail par la suite de suivi ou de reddition de compte? Ah non, au moment de sa conception. Ouais, ben, je vous parle au moment comme chef du bureau de projet, là, donc postérieurement à 2017. Est-ce que vous aviez à analyser des documents d'appel d'offres? J'ai pas souvenir de ça. Vous n'avez pas souvenir de ça? Ben, je prends la pièce. En fait, est-ce que ça serait exact de dire, M. Cloutier, que c'est pas vous qui avez préparé la note qu'on vous a demandé de lire tout à l'heure, la DAP 130 sur l'analyse des règles d'affaires? Qui a préparé cette note-là pour vous? Ah, souvent, c'était Élodie qui me préparait ces notes-là. Donc, celle-là en particulier, qui l'a préparée pour vous? J'imagine qu'elle a été préparée par Élodie, mais c'est moi qui l'ai signée. Je n'ai pas d'autres questions. Parfait. C'est beau. Alors, M. Cloutier, je vais vous demander, je ne veux pas la vitesse qu'on va. On a la trame factuelle, mais je suis déjà dans ma tête dans les recommandations. Oui. Je suis déjà là parce que, comme je l'ai dit à plusieurs, je ne ferai pas revenir au stade des recommandations. Je n'ai pas un mois à passer là-dessus. Je regarde mon horaire. Là. Alors, je vous ai. Alors, puis, vous avez une belle posture parce que vous étiez en charge de l'équipe projet. Donc, après avoir fait un projet de si grande envergure là, en termes de projet en tant que tel, puis en termes de coûts, comme je disais tantôt, est-ce que vous avez effectivement pu réfléchir à peut-être des recommandations, voire surtout vous êtes dans un organisme d'État, un gros organisme, là? Bien, il m'en est venu une, assurément. Parce que quoi qu'on dise, ce projet-là, au sein de la fonction publique, pour moi, elle devient une pierre d'assise. Et je m'explique. Il m'apparaît évident qu'il y a d'autres ministères et organismes qui vont devoir, soit bientôt ou plus tard, procéder à des changements importants de leur système. Les systèmes, là, au niveau de la fonction publique québécoise, ils datent tous à peu près des années 80. Et moi, j'invite ces ministères et organismes-là à venir consulter la SAAC. On a acquis une expertise dans ce projet-là qu'il serait dommage de ne pas tenir en compte. Et souvent, ce message-là est véhiculé, mais les ministères et organismes, et je m'inclus, là. Moi, quand j'ai travaillé ailleurs, des fois, on nous disait ça, mais on n'y allait pas.
Le message que j'aurais à dire aujourd'hui à chacun des ministères et organismes qui risquent sous peu ou tantôt d'aller dans des changements, venez nous consulter. Ben, venez nous consulter. Je ne suis plus là, mais allez consulter les gens de la société. Ils ont acquis une expérience à travers ce projet-là. On n'a pas la prétention d'être parfait. On a commis nos erreurs au cours de ce projet-là, mais c'est pas grave. C'est des expériences qu'il faut être en mesure d'échanger avec d'autres ministères et organismes qui s'apprêtent à faire ce genre de... Même si ce n'est pas de la même ampleur, il y a quand même des éléments, je pense, qui sont pertinents de venir chercher chez nous à la société pour ce qu'on a acquis comme expérience à travers ça. Il y a des bons coups, mais il y a également, comme vous l'avez dit, on apprend également de nos erreurs. Quelle serait l'erreur à ne pas répéter, selon vous? Moi, je pense beaucoup aux humains dans ça. Les gens se sont donnés corps et âme. Et je ne sais pas pourquoi, puis c'est pas propre à la société, Monsieur le commissaire. J'avais participé à d'autres projets dans d'autres organisations. Il y a comme une pression omniprésente qui est là, qui n'est pas, comment je dirais ça, c'est un effet d'entraînement à un moment donné. Un projet, c'est sûr que ça avance vite, mais prendre le temps de planifier les étapes. C'est important, puis même à la limite, là, même au niveau souvent, ces projets-là, là, avec la nouvelle loi en plus, ça demande des autorisations, ça demande une attente de ces autorisations-là. Prévoir, on a vu dans le projet, là, il y a des éléments qui peuvent nous apporter des difficultés en cours de projet. Il faut prévoir ces éléments-là à l'avance. Ce que je veux dire, c'est prendre le temps de faire ces éléments-là, je pense que ça serait payant. La difficulté souvent qu'on a, c'est qu'on fait face à le projet est gros, on ne veut pas que ça s'étire sur 10 ans, puis c'est comprenable, parce que les ressources internes, à un moment donné, ils deviennent essoufflées. Là. Ben, je dis les internes, tout le monde. Là. Fait que, je ne sais pas, elle est où la solution à cet égard-là, mais, pardon, il y a assurément une réflexion à faire là, à cet égard-là. Je comprends. D'autres choses à ajouter? Pardon? D'autres choses à ajouter? Non, je vous remercie beaucoup. Bien, je vous remercie également de votre témoignage aujourd'hui. Je tiens à vous remercier, Monsieur le commissaire, et toute votre équipe. Je vous avoue que j'ai mal dormi en fin de semaine, mais ça se fait dans le respect et ça, j'apprécie. J'apprécie énormément. Merci beaucoup. C'est le but. Merci. Merci. Au revoir. Bon été. Merci. Donc, Monsieur le commissaire, le prochain témoin serait Nicolas Vincent. Oui, suite, j'imagine, Maître Thériault Marois, est-ce qu'il vous a donné quelques consignes? Parce qu'il me disait, quand on a... Bonjour, monsieur. Effectivement. Donc, pour mémoire, M. Vincent a commencé son témoignage il y a déjà une semaine et demie. Il restait environ... En fait, il me reste 2 questions. C'est Maître Thériault Marois qui avait commencé. Il me reste 2 questions pour... C'est ça l'interrogatoire par la société. Vincent. Bonjour. Vous affirmez solennellement de dire la vérité, toute la vérité. Dites « je l'affirme ». Je l'affirme. Vos noms et occupations. Nicolas Vincent. Je suis chef du service de la coordination et de l'accompagnement du réseau. Merci. Bonjour, M. Vincent. Vous allez bien cet après-midi? Oui. En fait, donc la première partie de votre témoignage, là, si on se souvient bien, a porté sur les comités de sélection, les comités aviseurs et votre implication et les événements que vous avez remarqués là, dans le courant de vos fonctions. Je voudrais qu'on affiche le document numéro 11 aux témoins. Il était déjà coté. Qui n'était pas coté, qui avait été communiqué, mais non coté. Et un mémo vérificateur externe au comité de sélection. Ce sera quel numéro de pièce, Mme la greffière? Ce serait 31 P246. Merci. Est-ce que vous reconnaissez ce document, M. Vincent? Voyant juste l'entête, je ne suis pas sûr. On peut peut-être descendre un peu. J'ai vu quelques mémos à ce sujet-là. 22 juin 2016. Oui, ça me dit quelque chose. Donc, on fait état là, nous avons remarqué qu'il y a, si je prends le point 1A, un écart type important entre les membres des comités aviseurs dans l'évaluation de ces critères d'une des alliances. Un membre, le B2, un membre a mentionné ne pas avoir d'expérience pour faire l'évaluation du critère 2. On remarque que la note globale des critères 1 et 2 est orientée vers l'évaluation individuelle des membres. Le comité aviseur commercial
ayant évalué le critère 3 était composé de 5 personnes. Un membre s'est retiré pour les raisons suivantes. Est-ce que ce document-là fait bien état, là, puis vous pouvez prendre le temps de le regarder, des événements que vous avez relatés dans votre témoignage la dernière fois? Oui. Parfait. Alors, il a été produit. Vous avez parlé durant votre témoignage de Mme Madeleine Chagnon à quelques reprises. Avez-vous connaissance si Mme Chagnon a siégé sur le comité de sélection de l'appel d'offres? Mme Chagnon n'a pas siégé sur le comité de sélection. Avez-vous connaissance s'il y a eu un projet que Mme Chagnon siège sur le comité de sélection? Oui, il a déjà été question qu'elle siège sur le comité de sélection, mais ça a été changé avant qu'il y ait les premières rencontres du comité de sélection. Et dans quelles circonstances Mme Chagnon devait être sur le comité de sélection? Dans quelles circonstances? Elle avait été nommée pour être là par les équipes qui s'occupaient de cela. Elle avait été pressentie pour avoir l'expérience, je vais dire, de progiciel par rapport à ça. Mais plus que ça, sur le contexte, pourquoi il l'emmenait être nommé là, ça, je ne peux pas me prononcer. Je n'étais pas dans ces discussions-là. Et pour quelle raison elle ne s'est pas retrouvée sur un comité de sélection? Il y a différentes choses, j'imagine, sont arrivées en même temps, mais ce que moi j'ai vu, je vais me contenter de cela. C'est pour ça que vous êtes ici. Oui. Il y avait un malaise à faire participer un externe qui avait autant participé dans la rédaction de l'appel d'offres et qui allait être là pour la suite au travers de tout ça. Puis pas juste participer sur une partie. Une grosse partie de l'appel d'offres, je veux dire, qui était directement impliquée. Au travers de ça, certaines parties avaient l'impression d'un certain parti pris. Et j'ai bien dit l'impression. On n'a pas avancé là-dessus. Puis, au travers de tout ça, il y avait aussi, je vais dire, les tempéraments des personnes au niveau du comité de sélection, qu'on se disait que ça allait peut-être moins bien fitter, je vais dire ça de même. Donc, tout ça additionné a emmené plusieurs discussions avec le ROR-COURAC, dépendant de l'époque, OK? Puis, M. Frenette. Donc, puis avec le temps, il y a eu la consigne à un moment donné de trouver qu'elle ne serait pas, elle n'y participerait pas et d'agrandir le comité de sélection pour diminuer l'influence de chaque membre puis aller chercher toute l'expertise requise. Et est-ce exact que Mme Chagnon a finalement siégé sur plusieurs comités aviseurs et le comité d'intégration? Oui. Mais je tiens à préciser, quand elle était au comité de sélection, il n'était pas prévu qu'elle était dans un comité aviseur. Ça a été une solution de repli. Une solution de repli au fait qu'elle ne siège pas au comité de sélection. Oui. Est-ce que vous avez eu vent qu'on aurait voulu connaître à une certaine étape le prix qui était dans les enveloppes de prix des soumissions? Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quel contexte ça s'est déroulé? Je ne connais pas le contexte au complet, mais pour moi, ça a été à un moment donné où j'ai été interrogé sur l'idée d'ouvrir les enveloppes de prix pour se préparer. Il me semble que c'était pour le dialogue compétitif et autres, puis voir vers quoi on s'en allait. Puis on m'avait demandé mon avis, donc j'ai donné mon avis comme quoi c'était pas dans les procédures, c'était pas dans le contrat établi entre nous et les fournisseurs qui soumissionnaient, puis que je pense que ça allait débalancer l'évaluation. Donc, on m'avait demandé mon avis là-dessus, où je m'étais arrimé avec des membres seniors de la gestion contractuelle pour répondre à cela. On peut peut-être montrer aux témoins le document numéro 16 que je demanderai à ce qu'on produise en preuve. 31 puis 247. Parfait. Donc, c'est bel et bien un courriel que vous adressez à Mme Chabot? Je l'adressais à Mme Chabot, qui est un projet de courriel pour Rodrigue Côté, qui était son supérieur. Et là, vous avez dit, on a souhaité ouvrir les enveloppes de prix. Qui souhaitait ouvrir les enveloppes de prix? Bien, moi, ça ne m'a pas été dit de cette personne-là, mais on me parlait que c'était Carl il a même déjà été répondu à Carl. Non, excusez, je me trompe dans le courriel, mais ça me disait que c'était Carl Malenfant qui en avait besoin pour se préparer pour le dialogue compétitif et autres.
Puis, mais tu sais, j'étais pas là quand il l'a demandé. Est-ce que c'est juste lui ou plusieurs? Ça, je peux pas me prononcer. Ça vous est venu comment, cette demande-là? Par qui? Par Sylvie Chabot, même, qui m'a transmis. Là, j'ai pas son courriel de base. Je sais même pas s'il y avait un courriel avant. Mais souvent, Sylvie m'approchait pour me demander mon avis en tant qu'analyste. Qu'est-ce que j'en pensais là-dessus, pour préparer l'argumentaire et autres. Puis prendre le temps de se concerter avec les autres parties prenantes à la société sur le sujet. Et qu'est-ce que ça avait comme risque, ça, d'ouvrir les enveloppes de prix? Vous avez dit, vous avez commencé votre réponse en disant que ça ne respecte pas le contrat ou l'entente avec les fournisseurs. Mais au-delà de cet argument formel-là, est-ce qu'il y a un problème de gestion, un problème quelconque? Est-ce qu'on ouvre les enveloppes de prix avant la fin? Bien, à partir de quand on ouvre les enveloppes de prix, bien, on sait une partie qu'on avait dit qui serait cachée, qui nous donne plusieurs informations qui, on le sait, on s'en allait vers un dialogue compétitif, puis il y avait beaucoup de monde dans cet appel d'offres-là, il faut se dire la vérité. Donc, ça risquait que l'information puisse fuiter à plusieurs endroits, mettons. OK? On n'a pas eu conscience vraiment de fuite, là, je tiens à le préciser. Mais à partir de là, bien, les alliances pourraient s'ajuster. L'évaluation qu'ils voulaient faire pour se préparer au dialogue compétitif, bien, il fallait prendre en considération aussi que les deux enveloppes de prix n'étaient pas... C'était comparer des pommes avec des oranges, parce que pas les deux nous proposaient nécessairement les mêmes modules, les mêmes, etc. Donc, puis en sachant ça, bien, ça aurait pu encore plus orienter, je dirais, une préférence vers un candidat en connaissance du prix quand le processus était vraiment basé sur la qualité auquel on rajoutait le facteur K pour le calcul avec le coût total de propriété. Et là, dans votre courriel, je vois, là, vous faites une distinction. Bonjour, Rodrigue. Si Carl veut les prix publics de SAC, il n'y a pas de problème. Si Carl demande à ouvrir les enveloppes, c'est différent. C'est quoi la distinction que vous faites entre les deux, là, entre connaître les prix puis ouvrir les enveloppes? Pour moi, c'est la même chose. Là. Je veux juste... Connaître les prix publics de SAP, je tiens à préciser. Parce que SAP n'offre pas le même prix à tout le monde. Je ne suis pas au courant réellement des rabais sur le marché et autres. Là, moi, je ne suis pas un spécialiste de progiciel du tout, mais on me parlait que les prix pouvaient varier énormément. Je ne sais pas, 50, 75 % de rabais, je ne sais pas, selon les contrats, le volume, etc. Donc, en ouvrant ça, bien, là, on a réussi à savoir le prix précis autant de SAP que d'Oracle. À ce moment-là, mais sûrement qu'ils demandaient juste pour ceux de SAP, là, parce que, mais théoriquement, non. À ce moment-là, ils ne devaient pas savoir que Oracle était tassé. Mais on voit dans votre courriel qu'on traite juste d'SAP. Oui, mais je fais juste... peut-être qu'ils ont juste demandé pour SAP. Là, il faudrait situer clairement le 9 novembre par rapport à notre processus, puis je vais vous avouer que j'ai un peu de difficulté à savoir exactement où on était. Donc, en ayant ces enveloppes de prix-là, bien là, tu peux vraiment t'orienter puis emmener des discussions qui n'étaient pas prévues au dialogue compétitif, qui pourraient emmener un transfert de connaissances d'un fournisseur à l'autre de façon indirecte. Tu sais, si on veut commencer à négocier les prix, à ce moment-là, en se basant sur quelque chose, j'imagine que certaines alliances pourraient se douter de quelque chose. Je n'ai pas d'autres questions, M. le commissaire. Si. Avec la prise, parfait. Ah, juste avant, je suis dans mes notes là, j'ai une note, mais je me suis mis pour une interrogation. J'ai Malenfant a participé à un comité. Carl Malenfant, Céline Girard et Madeleine Chagnon. Pouvez-vous me dire c'était quel comité, ça? C'était le comité pour sélectionner les leaders qui allaient être choisis de l'Alliance pour se jumeler à nos cadres clés dans le projet. Donc, ce comité-là était vraiment pour sélectionner celui qui allait être le vis-à-vis de Carl Malenfant. D'accord.
Parfait. Puis ça complète ma note. Merci. Effectivement, vous avez parlé de plusieurs comités dans votre témoignage. L'avez-vous réécouté, M. Vincent? Non. J'ai autre chose à faire, même si je trouve votre but louable, j'ai d'autres choses à faire. Non, je comprends, mais vous auriez pu le faire. C'est ça que je vous pose comme question. Alors, j'accepte votre réponse, je n'en discute plus. Je veux vous revenir, en fait, sur votre implication dans le projet CASA. Vous dites que vous êtes arrivé à la SAC en 2015, si je ne m'abuse. 2003. 2003, et au projet CASA en 2015. C'est exact? Oui. Et lorsque vous arrivez au projet CASA... Je tiens à préciser, je vais me permettre de préciser, moi, je n'étais pas dans le projet CASA en 2015, j'étais juste là pour l'appel d'offres au niveau de la conformité pour les comités aviseurs. OK? Mais j'ai rentré dans le projet CASA formellement en 2017, après que tout soit signé. Avez-vous participé aux appels de qualification pour l'intégrateur et l'éditeur? AAB? Oui. Non. Est-ce qu'il y a une raison particulière? Je ne travaillais pas du tout au TI, je ne travaillais pas en gestion contractuelle. Donc, je n'avais pas de valeur ajoutée là-dedans, donc ils n'ont pas pensé à moi. Donc, il n'y a pas de raison particulière pourquoi vous intervenez ou vous n'intervenez qu'à l'étape C? Oui. La raison pourquoi, c'est que la gestion contractuelle, pour absorber ça, un gros comité de sélection qui allait durer beaucoup d'heures, plus 21 comités aviseurs, plus tout ce qui allait venir autour, ça demandait beaucoup d'efforts. Donc, la gestion contractuelle a fait un appel pour avoir des secrétaires de comité supplémentaires, puis avoir un coordonnateur. Et c'est là que j'ai offert à ma DG d'aller aider la gestion contractuelle sur l'aspect du coordonnateur. Et avant de vous impliquer dans ce projet à l'étape C, quelle est votre expérience de processus d'appel d'offres au sein de la SAC? J'ai eu à en écrire 2 pour des services professionnels. Quand vous dites écrire, là, vous parlez de la définition des besoins? Définissant, oui, évidemment. Comme client. Comme client de la direction générale au contrôle contractuel. Tout à fait. Est-ce que je comprends de votre réponse que vous n'aviez pas d'expérience particulière dans la gestion d'un appel d'offres et même la gestion de travaux de comité de sélection? Tout à fait. Est-ce que je comprends également, est-ce que vous aviez suivi une formation, par exemple, la formation du Conseil du Trésor pour être secrétaire de comité, par exemple? Moi et tous ceux qui sont devenus secrétaires des comités aviseurs ont suivi la formation du Conseil du Trésor pour devenir secrétaire de comité, comme pour des comités de sélection. Comme j'avais déjà dit dans mon précédent témoignage, on a traité les comités aviseurs comme il n'existait pas de règles précises là-dessus, comme des comités de sélection pour nos critères. Donc, on a tenu à ce qu'ils passent toute leur formation. Puis, on a eu aussi un peu de formation interne supplémentaire par l'équipe de la gestion contractuelle. Et vous-même, c'était la première fois que vous suiviez la formation du Conseil du Trésor. Vous l'avez suivi que pour ce projet-là? C'était la première fois que je suivais au complet. Auparavant, je m'étais informé sur cette formation-là dans mon rôle de conseiller en gestion des risques, puis j'en avais écouté des bons bouts, mais pas dans la même vision, donc... Et dans ce rôle de coordonnateur des comités aviseurs, vous diriez que c'est une première également pour vous dans votre expérience de travail? Totalement. Vous avez référé au CT là, de 2015 là, qui établit le processus d'appel d'offres, particulièrement les différentes phases, de même que décrire en détail, là, ils ont décrit en détail la section C ou l'étape C. Vous avez indiqué qu'il n'y avait pas vraiment de règles, hein, si mon souvenir est bon. Là. Il y a une seule mention de comité aviseur dans le CT. Le reste, il n'y avait pas de règles claires, mais on m'a guidé vers... c'était l'idée, mais les seniors de la gestion contractuelle
m'ont guidé plus vers, regarde, on va y aller comme le comité de sélection, comme ça, Vous allez appliquer la directive du Conseil du Trésor au comité aviseur. le plus possible, oui. Selon votre souvenir, il y a combien de critères d'évaluation à appliquer dans le cadre de l'étape C? C et D inclus. Oui, évidemment. Oui. Je ne sais pas le chiffre, mais je vais dire plus de 1500, Plus de 1500. On parle de centaines de critères d'évaluation. Hein? plusieurs centaines. Et évidemment, les critères d'évaluation sont de valeurs pondérées différentes. Évidemment. Vous releviez de Mme Sylvie Chabot, si j'ai bien compris Oui. votre témoignage. Est-ce que Mme Chabot est intervenue dans le cadre de vos travaux de coordination à différentes occasions? Je faisais un suivi avec elle régulier. Oui, on intervenait pour prendre des décisions, mais ça dépend le terme d'intervention que vous voulez dire. Mais pour corriger ce que je faisais ou autre, j'ai pas de mémoire qu'il y ait quoi que ce soit qu'elle ait dit que c'était pas correct. Je tiens à le préciser. Ni la secrétaire du comité de sélection qui était aussi, je veux dire, en surveillance de ce que nous on faisait, étant elle-même plus senior que nous, puis c'est elle qui recevait nos résultats, puis il fallait qu'elle puisse bien positionner le comité de sélection. Mais Mme Chabot se tenait vraiment informée, elle se tenait proche de nous, puis même un temps, elle suivait à ce qu'on me disait régulièrement le comité de sélection. Vous sentiez que vous aviez son support, Absolument. son écoute également, puis au besoin, elle pouvait intervenir auprès des membres du comité pour faire certaines mises au point, ou c'était plutôt exceptionnel? Auprès des membres des comités aviseurs, j'avais toute la latitude pour intervenir. Je me sentais baqué pour le faire, autant par Sylvie Chabot que par Yves Frenette, je tiens à le préciser, pour intervenir auprès des personnes. Puis il y a eu quelques interventions. De la part de M. Frenette, notamment, je pense. Non, moi, face au comité aviseur, M. Frenette, il a positionné les rôles de tout le monde. Il a dû faire des interventions plus au comité de sélection, lui. Et vous aviez également, j'imagine, là, eu des différents contacts avec la firme Mallette, qui était le vérificateur du processus de l'étape C, c'est exact? Presque quotidiennement. Donc, sur une base quotidienne, vous étiez en contact avec eux? Oui, bien souvent, c'est nous qui les guidons vers où est-ce qu'il y avait quel comité, avoir accès pour toutes leurs demandes d'informations ou de documents qu'ils avaient besoin, puis pour réagir à ce qu'ils pouvaient observer ou c'est ça, réagir à ce qu'ils pouvaient observer. Donc, il assistait et vous accompagnait avec les comités aviseurs, là, aux travaux des comités aviseurs. Il participait dans plusieurs comités aviseurs. OK? Moi, il me rencontrait régulièrement pour des aspects plus logistiques, s'arrimer, planifier, puis rétroaction s'il voyait quelque chose qui n'était pas... Une défaillance. Ils n'ont rien soulevé qui était majeur d'un comité aviseur, mais parfois, ça a demandé de rencontrer un membre pour clarifier des points, parce qu'on savait qu'il y avait l'étape E après. Donc, on voulait être sûr que tout le monde se corrige. Est-ce que c'est arrivé que vous avez fait appel à Mallette pour vous soutenir dans certaines interventions? Non. Non. Lorsque vous êtes arrivé au projet CASA, là, vous me parliez de 2015, vous avez indiqué dans votre témoignage que vous aviez participé à la revue des documents d'appel d'offres, que votre rôle, c'était de vous assurer que les documents d'appel d'offres étaient conformes. Est-ce que vous, personnellement, vous avez participé à cette revue? Mon rôle, moi, n'était pas de vérifier la conformité de tous les documents. J'ai participé aux discussions de sprint, je vais appeler ça de même vers la fin, pour avoir un appel d'offres complet. Et j'ai aidé plus avec mon chapeau, je vais appeler conseiller en gestion des risques, la directrice, pour répondre à ça. Puis aller discuter avec l'équipe projet, mais je n'avais pas le mandat de, moi, m'assurer que l'appel d'offres était conforme. C'était dans mon rôle, je vais dire, collatéral avec la gestion contractuelle. Si vous voyez quelque chose, vous le signalez, mais ce n'est pas votre rôle premier
à ce moment-là, Tout à fait. de faire la revue diligente là, de l'appel d'offres qui allait être lancé dans les prochains mois ou semaines. Non. Vous avez parlé également d'un comité de rédaction des documents d'appel d'offres. Vous avez nommé Mme Manon Couture, Madeleine Chagnon, Louise Savoie, Marie Dubé et Éric Beauregard. J'ai nommé entre autres ceux-là, mais il y avait je vais appeler ça de comité de projet. Tu sais, il y avait une équipe projet qu'eux rédigeaient l'appel d'offres et préparaient plusieurs choses en lien avec ça. J'imagine qu'ils étaient là depuis un certain temps en place, mais je n'avais pas vraiment de contact avec eux, donc ce n'était pas un grand enjeu pour moi. À ce moment-là, on a commencé à être en contact beaucoup avec eux, avec tous les noms que vous avez nommés. Et est-ce que j'ai raison de dire que la rédaction des documents d'appel d'offres faisait appel aussi aux différentes lignes d'affaires et que les lignes d'affaires s'impliquaient également dans la rédaction des documents d'appel d'offres, forcément? Il y avait plusieurs personnes des lignes d'affaires qui avaient été prêtées au comité justement pour ça. Il y avait sûrement de la validation de plusieurs lignes d'affaires avant que ça soit diffusé. Donc, la rédaction des documents d'appel d'offres n'était pas l'œuvre exclusive des personnes que vous m'avez nommées. Non, vous avez mentionné dans votre témoignage. C'était pas les personnes exclusives qui faisaient ça. C'était une assez grosse équipe. Mais moi, je pense que quand j'ai parlé de ça, je disais que c'était avec eux qu'on allait discuter quand on trouvait qu'il y avait des points à discuter sur la conformité et non sur le besoin, parce que là-dessus, ça, c'était pas dans notre cours du tout. Et est-ce que j'ai raison de dire que vous ne saviez pas à ce moment-là quel était le rôle précis de Mme Chagnon et Mme Savoie dans la rédaction des documents d'appel d'offres? Je n'avais pas le rôle précis parce que je n'étais pas leur gestionnaire qui leur assignait les tâches, mais vous saviez c'était qu'ils tout le temps avec accompagnaient eux que je discutais. Vous saviez qu'ils accompagnaient le comité? Qui accompagnait le groupe, mais qui rédigeait dans le groupe aussi. Qui rédigeait les lignes d'affaires, les processus d'affaires? Bien, l'appel d'offres inclut beaucoup de besoins d'affaires qui incluaient autant de qu'est-ce qu'on a besoin comme processus, qu'est-ce qu'on a besoin comme qualité des ressources, qu'est-ce qu'on a besoin comme infrastructure TI. Puis eux ils nous étaient présentés comme des personnes qui avaient une expérience préalable en logiciel. Donc, ils guidaient là-dedans, puis même rédigeaient de grandes parties. Est-ce que c'est exact de dire qu'eux s'assuraient que, dans le fond, les besoins d'affaires, les processus d'affaires qui étaient décrits par les unités d'affaires clientes allaient répondre ou allaient parler avec le bon langage, là, en langage PGI, si je peux dire? Là. Probablement. Mais je ne peux pas, moi, me prononcer sur le fin détail de tout ce qu'ils ont touché. Mais quand on leur parlait, il y a même des fois qu'ils nous disaient, bien ça, c'est moi qui l'ai écrit, cette section-là. Donc j'imagine qu'ils ont fait un petit peu plus que juste conseiller l'équipe. Mais est-ce qu'ils ont rédigé 5 20 j'en ai aucune idée. Vous n'êtes pas en mesure de le dire. Je vais vous demander, Mme la greffière adjointe, de prendre la pièce le CT 2015, pièce 14P 13. M. Vincent, vous reconnaissez avoir témoigné sur ce document lors de votre dernier passage? Oui. Vous avez indiqué là, la référence au comité de sélection. Je pense qu'elle se retrouve un peu plus loin dans le document. Est-ce que vous vous souvenez à quel endroit? Plus loin que ça. Plus loin. C'est quand on explique les différentes étapes du processus. Si je ne me trompe pas. Alors, allez effectivement, après la partie 3. Excellent. Ici, je pense. Juste un petit peu plus bas, Mme la greffière, merci. Parfait.
paragraphe au centre où est-ce qu'on voit en gras qualité seulement. Oui. La deuxième phrase. Cette évaluation est faite par différents comités d'évaluation selon les domaines d'expertise et en respect des règles et principes des marchés publics. Quand vous constatez la présence de comités aviseurs, est-ce que vous avez requis soit de la direction de contrôle contractuel ou à d'autres instances au sein de la SAC une clarification de cette expression utilisée dans le CT? Je n'ai pas demandé des précisions précisément sur le CT, surtout que le CT n'était pas un document qui circulait librement à la SAC, mais j'ai demandé un positionnement à la direction de la gestion contractuelle qu'on a discuté, puis il me semble même que la vérification interne aussi s'est mêlée un peu des discussions, pas en mode contrôle, mais en mode partenariat. Donc, même si les comités formés ne découlaient pas nécessairement des règles habituelles, vous avez appliqué les règles habituelles pour la formation et le fonctionnement des deux comités, soit, en ce qui vous concerne, c'était davantage les comités aviseurs. Oui, puis dans la phrase, il précise selon les domaines d'expertise et en respect des règles et principes des marchés publics. Donc, c'est ce qu'on a essayé d'établir le plus possible. Ces règles et principes, justement, comment vous les avez appliqués? Parce que vous avez fait référence à la présence de Carl Malenfant sur un aspect de l'évaluation, par exemple, là, de celui qui allait occuper le poste de vis-à-vis pour lui. Comment vous les avez appliqués, ces principes auxquels vous faites référence là, dans votre esprit à l'époque? Bien, à l'époque, sur tout ce qui ne semblait pas, je veux dire, totalement conforme par rapport à ce qui était prévu dans un comité de sélection, on le soulevait. Sur la formation des comités, ma petite équipe n'était pas décisionnelle du tout de qui allait être dans les membres des comités. Donc, nous, on a fait quelques documents qui pouvaient exprimer les risques, exprimer les manques, je voudrais dire. Ceux-ci ont été soulevés jusqu'au RARC, puis peut-être même, il me semble même au comité, il y avait un comité sur les contrats généraux, pas juste CASA, qui existait. Donc, par rapport à ça, on faisait nos représentations là-dessus, puis après, bien, on cherchait des mesures d'atténuation pour les quelques risques qu'on voyait qui pouvaient être plus grands. Des mesures de mitigation. Mesures de mitigation, c'est le bon terme. Donc, la présence de M. Malenfant au sein d'un comité aviseur, c'est une présence ponctuelle, si on peut dire, parce que c'est pour le choix d'une ressource en particulier, non pas des autres ressources qui étaient prévues à l'appel d'offres. Non, il participait juste à le choix d'une personne. Il ne participait pas au reste du comité qui avait des différents critères et autres, puis qui recoupait plusieurs personnes ciblées. Non, il n'y touchait pas. Puis même, on a mis face à lui une autre VP pour justement avoir le bon niveau pour qu'il puisse se parler. Donc, ça fait partie des mesures de mitigation que vous avez mises en place là, dans le contexte de ce fait-là, de la participation de M. Malenfant. Oui. À un critère ou à l'évaluation d'un critère par un comité aviseur. Et si je vous suggère, M. Vincent, que c'était prévu également pour d'autres ressources qui avaient à choisir des vis-à-vis dans le cadre de l'appel d'offres. Oui, il y en avait plusieurs qui avaient à choisir leur vis-à-vis, oui. Madame la greffière, on va prendre la pièce 31P 118. Je vais vous demander de prendre la page 9. Il s'agit d'une présentation sur le processus d'évaluation. Oui. À la page 9, si on regarde
la colonne de droite. Oui. Qui, on voit là, dans la colonne de droite, les inscriptions directeur du programme, directeur du chantier TI, directeur chantier affaires et TI. Ces 3 sous-sections-là, on voit des noms en dessous. Directeur du programme, on voit Carl Malenfant, Céline Girard, Madeleine Chagnon. Céline Girard, ça, c'est l'autre VP qui faisait face à M. Malenfant, auquel vous avez fait référence tout à l'heure? Oui. Directeur de chantier maintenant. Alain Dubé, Jean Quenneville, Caroline Foldesbusque, qui devait être la vis-à-vis ou le vis-à-vis du directeur de chantier TI? Dépendant à quelle vitesse tout cela avançait, c'était face à Alain Dubé ou Caroline Foldès. Ça a été face à Caroline Foldès. Et on voit que dans le comité ou le volet directeur chantier affaires et TI, on voit également Alain Dubé, Mme Foldesbusque qui faisait l'entrevue et procédait à l'évaluation de ce sous-critère. C'est exact? Oui. Donc, c'était normal là, que ces gens-là siègent pour choisir leur vis-à-vis, n'est-ce pas? Oui. Ce qu'on a trouvé, c'est des mesures de mitigation pour éviter que leur implication soit dénaturée. On va dire ça comme ça. Totalement. Toujours dans la présentation 31P 118, je vais vous demander, Mme la greffière, de prendre la page 8. C'est une présentation assez intéressante parce qu'ici, on voit le nombre de critères et de sous-critères qui sont évalués par les différents comités aviseurs. Vous voyez ça comme moi, ce qui est en encerclé à droite des encadrés. Oui. Je ne veux pas vous perdre, là. Donc, vous me suivez? Les encerclés à droite dans les encadrés, on voit, par exemple, dans le premier encadré à gauche, en haut tout à fait, on voit 38 sur 59. Ça, c'est 38 critères sur les 59 prévus pour ce sous-critère, je présume? C'est 38 à l'étape D, à l'étape D, puis 59 à l'étape E. C'est ce que vous... Oui, ouais, c'est ça. Donc, c'est plusieurs critères qui sont évalués par des sous-comités aviseurs qui disposent d'une expertise appropriée en fonction du critère. Oui. Diriez-vous que dans le cadre des travaux auxquels vous avez participé, l'expertise, c'était très important pour la SAC? Oui. L'expertise, c'est ce qui permet à la SAC de s'assurer que ce qui va être écrit dans la soumission va être considéré à sa juste valeur. Parce que si la personne n'a pas l'expertise, ça se peut qu'elle porte un jugement qui est erroné. Effectivement. Vous êtes d'accord avec cette prémisse-là? Avec la prémisse, je suis d'accord. Oui. Donc, le rôle du comité aviseur, c'est de s'assurer de supporter les membres du comité de sélection en termes d'expertise. C'est exact? Oui. On va prendre la note 31P 121. S'il vous plaît, Mme la greffière. Adjointe. On va descendre la note parce que je n'ai pas vu de signature sur cette note-là. Il est peut-être signé, je pense qu'elle est caviardée. C'est une note à qui? On ne le sait pas, Monsieur le commissaire. Je veux poser des questions aux témoins là-dessus. Parce qu'il a largement témoigné sur ces 2 notes. Il y a 2 notes, en fait. Là. Il y a le 31P 121 et 31P 122. Vous vous souvenez d'avoir témoigné sur des 2 notes en question, Monsieur Vincent? J'ai témoigné en fonction de ce document-là, mais qui, selon moi, n'est pas une note, mais plus un document qui a été transmis pour préparer une rencontre ou informer possiblement la directrice. Non. Est-ce que vous connaissez l'auteur de la note? Non. Vous ne connaissez pas l'auteur de la note? Bien, je n'ai pas de certitude de l'auteur, mais ça peut très bien être
un condensé de ce que les secrétaires de comité avaient saisi parce qu'on faisait ça de temps en temps. Ça pourrait être la vérification interne, mais ça me surprendrait certains critères selon certains écrits que c'est là. Puis ça pourrait même être ma lettre qui était très présente. Alors, je ne peux pas vous dire précisément c'est qui l'a écrit, mais ce que j'avais témoigné, c'est le fait que ce qui est écrit là, je reconnais ces événements-là. Et comment vous en avez pris connaissance de cette note-là? Est-ce que c'est seulement dans le cadre de votre témoignage? Seulement dans le cadre du témoignage. Donc, Je l'ai peut-être vu avant, mais j'ai oublié. Comme le courriel qui a été présenté tantôt venant de moi, Sylvie Chabot, j'avais complètement oublié ça avant que ça me soit représenté. Oui, on va y revenir d'ailleurs tout à l'heure. Donc, je vais prendre des énoncés puis vous poser des questions sur les énoncés, bien que, évidemment, à ce stade-ci, la commission n'est pas saisie de l'auteur de la note en question. Vous avez témoigné sur certains des énoncés, puis je veux m'assurer de bien comprendre. Deuxième puce à la page 1. Pourriez-vous lire cette deuxième puce? Les membres n'étaient pas totalement à l'aise avec l'ensemble des sujets. 2 experts finances versus 1 pour le contenu PGI. Ils se fiaient donc davantage aux autres dépendamment de leur expertise mutuelle. Est-ce que ça vous rappelle des discussions que vous avez eues avec les secrétaires des comités avisables? Ça me rappelle, entre autres, ce que je vois de la composition du comité. Donc, pour vous, les écarts que vous avez soulevés là, entre certaines annotations des membres du comité aviseur, les écarts entre les notes attribuées, pour vous, ça vous rappelle quelque chose, mais cet élément-là, là, sur l'expertise, ça vous rappelle rien? Mais ce que je veux dire, c'est que ça ne me rappelle pas de discussions précises sur le sujet. OK, avec les secrétaires de comité, ce que vous m'avez demandé. Mais le fait que dans ce comité-là, il y en avait 2 experts finances puis 1 PGI, totalement. Ça vous souvient? Ça vous rappelle quelque chose? J'ai juste à regarder la présentation que vous m'avez présentée. Vous allez comprendre. Moi, cette note-là, tout seul comme ça, là, si vous me dites, je m'en souviens, oui, c'est vrai, etc., j'y accorde une valeur probante parce que j'ai un témoignage. Mais outre ça, cette note-là, je ne sais pas moi d'où elle vient. Elle a été confectionnée par qui? Elle est datée de quand? C'est pour ça que votre témoignage, les questions sont hyper pertinentes à ce niveau-là. Si vous êtes capable de dire, oui, ça me rappelle le cas de, moi, ça m'aide beaucoup. Bien, dans celui-là, si vous regardez la diapositive que vous m'avez présentée plutôt avec les compositions des comités, du comité commercial, de mémoire, après 8 ans, il me semble que c'était Francine Lépiné, Denis Charland, puis Madeleine Chagnon. Donc, 2 experts finances, puis 1 PJ. Donc, Denis Charland, Francine Lépiné, 2 experts en finance. Oui, mais là, je dis ça de mémoire. Je permets de vérifier les noms. C'est ma compréhension aussi. Si on va un petit peu plus bas dans la note, là, on voit un second membre nous a également confié à la suite du comité aviseur qu'il devait constamment justifier qu'il y avait apparence de favoritisme de certains membres. De plus, l'évaluation tenait parfois en considération les autres sections de la soumission. Je comprends qu'il y a un écart au sein de ce comité, dont on ignore là, la teneur, sauf de savoir que c'est le comité commercial. Là. Mais au sein de ce comité, il y a des écarts importants dans les notes attribuées. Est-ce que l'une des explications de ces écarts, c'est pas l'expertise? Parce qu'il y a 2 comités qui ont une expertise en finance. Il y a 2 membres du comité qui ont une expertise en TI. Je suis d'accord avec vous, mais pour donner un écart entre 0 et 100, on peut être spécialiste en finance ou en PGI. Ça devient pas mal noir ou blanc. Mais je n'ai pas vu les notes spécifiques de ces personnes-là aujourd'hui. À l'époque, je sais qu'il y a eu des discussions sur des écarts de notes de même. Puis quand il y en avait qui étaient significatifs et qu'il fallait soulever parce qu'il n'y avait pas de consensus ou que ça nous semblait un peu aberrant, la secrétaire du comité de sélection était informée avant que les grilles soient transmises
aux membres du comité de sélection. Mais je ne veux pas dire qu'à cause qu'il y en a un qui a mis 0 puis l'autre a eu 100, que nécessairement qu'il y avait un problème dans le comité. Ça peut être l'expertise, ça peut être la compréhension de ce qui est écrit là-dedans, Voilà. parce que faut se dire que tout le monde parle son propre langage dans ce domaine-là. Donc, ça aurait pu être ça. Mais quand vous finissez la phrase puis vous parlez d'autres sections, bien, il y a juste une personne qui avait accès à plus qu'une section. OK. Et donc, il pourrait y avoir des difficultés d'interprétation dans un critère que ça pourrait aussi expliquer l'écart de compréhension entre un critère et un autre. Bien, c'est pour ça qu'il y a un comité de sélection et non aviseur, là, que les pairs vont en discuter, faire valoir leurs points. Et à la fin, bien, ils visent un consensus, mais pas un consensus de force, mais un consensus parce qu'ils se sont bien expliqué les choses. Parfois même, l'appel d'offres était peut-être pas assez clair. On peut-tu définir ce terme-là pour que tout le monde en parle de la même chose? Donc, c'est le but d'avoir un comité, parce que si c'était ultra mécanique, bien, on trouverait sûrement un moyen de l'informatiser. Et si on voulait expliquer davantage l'écart, il faudrait avoir accès aux critères. Il faudrait avoir accès au contenu des soumissions reçues et comparer les résultats attribués par chacun des membres. Il faudrait avoir accès aux grilles pour pouvoir voir leurs commentaires sur le pourquoi du 0 et 100. Et parce que si un soumissionnaire, M. Vincent, si un soumissionnaire répond rien à un requis, la note va être de 0. Oui. Mais s'il ne répond rien à un requis, ça serait difficile qu'un ou deux membres du comité trouvent que c'est complet, parfait. Mais peut-être que dans la perspective d'un des membres du comité, oui, c'est une absence de réponse. C'est ça. Comme j'avais dit... on est dans le subjectif, M. Vincent. C'est dans l'hypothétique, pas à peu près. Là. Tout à fait. Non, mais ouais. c'est difficile à s'expliquer, l'écart. Profite de vos règles, M. Commissaire. Tout à fait. Non, c'est parfait. Mais je ne peux pas vous en dire plus. C'est bon. On va prendre la note 31P 122. M. le Commissaire, Mme la greffière adjointe, à la page 1. Mais pour répondre comme il faut à la question du commissaire tantôt, je n'ai aucune idée qui a rédigé ça, précisément. Je reconnais la majorité des événements pour en avoir entendu parler, mais même en fouillant, je ne pourrais jamais trouver, je pense, qui a rédigé ça. Mais votre témoignage, puis votre témoignage, je vais le nommer sur cette note-là, lui donne une valeur probante. Oui. D'accord? C'est pour ça qu'on vient de passer une étape. Pas de problème. Moi, je vais répondre aux questions. Parfait. Super. Alors, la note 31P 122, M. Vincent, j'ai le goût de vous poser les mêmes questions. Est-ce que c'est une note qui a été portée à votre connaissance? Dernièrement, oui. Dernièrement, à l'époque, oui. Aucune mémoire. Okay. Puis ça ne semble pas être une note, mais plus un résumé des principaux faits qui étaient pour devenir un document de travail ou quelque chose de même, j'imagine, ou pour transmettre à une personne précise pour faire un suivi. Mais ce n'était pas une note officielle, ça. Et je comprends non plus que vous ne connaissez pas l'auteur du document. En voyant juste ce bout-là, non, mais s'il n'y a pas de signature ou d'indication précise... Vous pouvez aller voir à la fin, Mme la greffière adjointe, la fin du document. Le document n'est pas signé. Pouvez-vous remonter un peu? L'autre page avant. Non, je ne peux pas... Okay. On retourne à la page 1, Mme la greffière adjointe. Je vais vous demander de descendre un petit peu. Merci. Pourriez-vous lire l'extrait qui commence par « Dans le but d'évaluer la firme de façon équitable ».
Dans le but d'évaluer la firme de façon équitable, la DGCC a convenu que le nom des équipes primera. C'est pourquoi Caroline Ambrosino sera évaluée comme Team Lead partenaire d'affaires, soutient la prestation de services par Alain Derry pour les processus SPS. Camille Cormier sera évalué comme Team Lead soutien à l'organisation par Yvon Théberge pour les processus SOR. Descendez un petit peu la page, ça va vous permettre de lire la suite. Cependant, un des membres de l'équipe centrale éprouve un malaise à évaluer Mme Ambrosino pour SPS et GRP, puisqu'elle croit qu'elle est présentée pour SOR. Donc, il y a une ressource qui était, semble-t-il, présentée, ce qui est rapporté dans la note, du moins, semble-t-il présentée pour un poste ou un profil. Et là, on ne s'entend pas sur comment on va évaluer cette ressource-là en fonction de quel profil. Et là, je lis le dernier paragraphe, par exemple. C'est ça, allez-y. Ça semble, et l'erreur est humaine, donc peut-être que dans la soumission, elle a été présentée dans la section SOR, mais on regarde SPS puis GRP, excusez, puis on remarque que dans son profil, elle serait plus SOR. C'était peut-être ça là-dedans, ou suite à des présentations qu'il y a eu. Non, ils sont venus après. C'est pour quelle étape? Celle-là, l'étape E? Si je ne me trompe pas, au début de la note? Je pense que oui. Donc, il n'y a pas eu de présentation à ce moment-là. Et si on descend, justement, où on parle de Mme Sylvie Chabot, pourriez-vous lire l'extrait en question? Sylvie Chabot rappelle aux membres qu'on ne peut corriger une erreur d'une soumission et que l'Alliance a fait l'erreur 2 fois. La soumission, puis l'annexe 14. Finalement, le membre se rallie aux autres membres et accepte d'évaluer Mme Ambrosino pour SPS et GRP. Donc, Mme Chabot intervient ici. Est-ce que c'est à votre souvenir, ça, que Mme Chabot a dû intervenir lors d'un comité? Non, je ne m'en souviens pas à ce moment-là. Vous n'en souvenez pas. Et vous reconnaissez qu'elle est intervenue à quelques reprises, n'est-ce pas? Moi, je ne me souviens pas de cette intervention-là et d'intervention directe dans les comités aviseurs. Mais ça semble parler des comités aviseurs. Quand vous dites que ces notes vous rappellent des événements qui vous ont été rapportés, ça a été rapporté, j'imagine, en plein cœur du processus d'évaluation, là. Évidemment. Et qu'est-ce que vous faites avec l'information? Disons qu'il m'informe, mettons ce cas-là. De cet incident-là, prenons ça comme exemple. Vérification des documents, c'est pour une raison quelconque, c'est nous qui avons rajouté l'erreur. Ça aurait pu arriver qu'on aille mal monter certains documents. 2, vérification des règles en conséquence. Puis si on ne peut pas se positionner nous-mêmes rapidement, là, on escaladait auprès soit de la secrétaire du comité de sélection ou de Sylvie Chabot. Donc, vous-même, vous intervenez auprès de Sylvie Chabot ou de la secrétaire pour que des mesures soient prises, là, parce qu'aucune décision, aucune orientation soit prise lorsque des si moi, je ne me sentais pas à l'aise de le trancher ou je ne trouvais pas la référence pour comment je le tranche, je demandais le support de ma supérieure, la directrice, puis la secrétaire du comité de sélection qui pouvait être considérée un peu comme mon coach un peu, mais en plus, c'est que j'étais là pour y fournir un résultat qu'elle utilisait dans son comité, mais elle était plus senior que moi là-dedans. Donc, j'osais lui poser des questions. Et est-ce que c'est le mot d'ordre là, qui est diffusé auprès des membres, en fait, des secrétaires de comité aviseur, que s'il y a quelque chose qui se passe, là, on escalade? Oui. C'est exact, ça? Oui. C'était beaucoup sur leur portable que ça se travaillait, directement électronique, pour qu'on puisse rapidement tout compiler avec le nombre de critères qu'il y avait. Il était aussi sur Teams qui pouvait m'interpeller n'importe quand s'il y avait quelque chose. Ou à la pause, tout simplement venir me voir parce que j'étais libéré pour m'occuper de cette petite équipe-là à temps plein. Dans cette même perspective-là, lorsque vous êtes informé et que les secrétaires sont informés disons, du poids qu'avaient certains membres des comités aviseurs et que ça a été escaladé, c'est à ce moment-là que M. Frenette est intervenu pour faire une mise au point avec les membres du comité de sélection pour leur dire qu'ils étaient souverains.
Je n'étais pas au comité de sélection. Je ne participais jamais à quelques rencontres que ce soit. Les seuls contacts que j'avais avec les membres du comité de sélection étaient pour l'aspect logistique. Vous reconnaissez, M. Vincent, qu'il y a des mesures qui ont été Oui, prises oui, mais ce que j'allais dire, à la suite de ça? je sais que, oui, il y a des mesures. Je sais que M. Frenette s'est adressé à eux à quelques reprises. Quel était le message? Je ne peux pas vous le dire, mais depuis le début, il avait été mis clair qu'il était souverain puis qu'il agissait dans le meilleur, pour le bien de la société par rapport à ce choix-là, en respect des règles. Je veux revenir un petit peu, M. Vincent, sur la confidentialité. Vous avez mentionné lors de votre témoignage que, notamment, la connaissance de l'implication de certains membres du comité, soit des comités aviseurs ou des comités de sélection, résulte en quelque sorte de l'ampleur de la tâche à accomplir, parce que ces gens-là s'absentaient plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et forcément, les gens se doutaient bien qu'ils se tramaient quelque chose, là. Ils étaient affectés à un important mandat qui était, en l'occurrence, celui de CASA. C'est exact? Bien, J'ai bien compris votre témoignage. Aviseurs, c'était public, la liste des comités. Bien, pas public, mais au niveau de la gestion, c'était pas mal connu. Puis pour les membres des comités de sélection, bien, ils ont travaillé beaucoup de mois. Donc, si un supérieur n'était pas au courant de ce que faisait son cadre, bien, j'aurais eu un problème. Oui. Donc, et comment on fait pour contrer ça? Parce que je comprends que je suis bien d'accord avec vous là, que les membres du comité, en principe, leur nomination, tout ça, c'est confidentiel. Leur nom est confidentiel. Je suis d'accord avec vous, là, mais comment on fait pour contrer ça dans le quotidien, là, dans votre travail? On ne pouvait pas contrer le fait que les noms des 3 membres internes du comité de sélection soient connus à un moment donné. OK? Ça, parce que à l'interne, je parle, là. Donc ça, on ne pouvait rien faire. On faisait très attention pour les 4 autres membres externes, où est-ce qu'eux avaient même des adresses courriels, je veux dire bidons, là, pas avec leur nom. Tous leurs prêts de matériel et autres, c'était soit à mon nom ou à des noms bidons. On les avait mis dans un bunker qui était quand même à l'intérieur du siège social. OK? Puis les membres travaillaient totalement à distance. Okay? Donc, minimalement... Sauf pour les rencontres directes du comité de sélection, qui la plupart du temps essayaient d'arriver à des heures moins courantes, je veux dire. Puis ils faisaient des bonnes journées, donc souvent ils partaient, la majorité du personnel était parti. On s'assurait évidemment de la confidentialité à l'égard de l'externe. Oui. Donc, si on ne voulait pas que les gens, les soumissionnaires, par exemple, puissent apprendre que les membres du comité étaient X, Y. Là, ça, on s'est assuré de ça. Les travaux du comité, si je ne m'abuse, là, comité de sélection ou de comité aviseur, c'était traité de manière confidentielle? Totalement confidentiel, puis même les documents qu'ils produisaient étaient mis sous clé directement dans leur local. Puis les clés étaient, à ce que je sache, juste disponibles pour les 2 secrétaires de comité. Si on avait voulu préserver totalement et de manière absolue la confidentialité du processus, il eût fallu avoir recours à un comité externe, entièrement externe? Soit totalement externe ou prendre les membres internes puis qui déclarent être à la retraite, qui prennent leur retraite pour revenir s'occuper de ça après. Mais je pense que le plan était plus de les faire travailler là-dessus en pré-retraite, mais ils ont travaillé fort pour leur pré-retraite. Parce que l'avantage d'avoir des membres internes, c'est aussi une connaissance des besoins de l'organisation. Absolument. Si ça avait été juste des membres externes, il y aurait manqué de beaucoup d'informations sur la SAC, puis les contraintes, difficultés et nos besoins précis pour implanter un PGI, tous ces projets-là. Puis sous-traiter un comité, ça se fait pas, fait qu'il faut s'assurer d'avoir le contrôle sur le processus aussi. Oui. Ah, évidemment. Puis il fallait que ça soit mixte. On tenait à avoir un certain nombre de personnes externes qu'on a agrandi par la suite. Est-ce que c'est à votre connaissance qu'un membre du comité de sélection avait un passé professionnel avec Oracle? Ayant travaillé pour Oracle ou ayant déjà fait un projet? Un projet avec Oracle? Oui. Oui. Qui était ce membre? Vous en souvenez-vous? Je pourrais juste
soumettre un nom que peut-être, donc j'aime mieux m'abstenir, mais oui, il y a un membre qui avait fait un projet. Avec Oracle. Il l'a dit, ça n'est pas caché aux autres membres qui avaient inclus Oracle. Il n'y avait pas de problème. Vous avez fait mention que M. Carl Malenfant serait intervenu auprès de M. Dubé pour obtenir de l'information sur l'avancement des travaux des comités. Et je parle des comités, là, je fais indistinctement comité aviseur et comité de sélection. Vous avez indiqué aussi, lors de votre témoignage, là, qu'il aurait peut-être été plus loin que ça. Donc, plus loin que simplement d'obtenir l'état de l'avancement des travaux. Jusqu'où, dans votre esprit, là, cette discussion-là est allée? J'en ai aucune idée parce Vous savez que pas. je n'ai pas participé à cette discussion-là directement. Mais connaissant les personnes, si un a dit rapidement que, ben, tu sais, il ne faut pas que je t'en parle, selon moi, ça a dû s'arrêter assez rapidement. Donc, votre réflexe, c'est de me dire, on a refusé de répondre à la question. Moi, j'ai le pressentiment que oui, mais Est-ce que vous avez abordé cette discussion-là que vous avez eue avec Mallette, avec vos supérieurs immédiats à l'époque? oui, je l'ai soulevé à la directrice. Je ne l'ai pas soulevé directement à Mallette. Vous n'avez pas soulevé à Mallette. Et avez-vous cherché à savoir les circonstances de cette discussion-là? Je n'ai pas cherché à savoir les circonstances. Il y a eu un rappel que, rendu dans le comité de sélection, il n'y avait pas de ligne hiérarchique, il n'y avait pas de... Il devait des comptes à personne, il devait en parler à personne. Il y a eu des rappels faits plus par la secrétaire de comité. Okay. Je vais vous demander de, Mme la greffière adjointe, de prendre la dernière pièce produite, 31P-247. Oui. Est-ce que je comprends, là, puis ça a été introduit ce matin, ça nous a été transmis, mais ça n'avait pas été utilisé, Monsieur le commissaire. C'était utilisé seulement que ce matin. Et j'ai noté que le courriel en question est un projet de réponse, si je prends là, tel qu'il est écrit, là. Projet de réponse à Rodrigue pour bonifier demain. Je comprends que c'est vous qui rédigez ce projet de réponse? Oui. Avez-vous eu des discussions avec Carl Malenfant sur ce qu'il a demandé précisément lorsque vous écrivez ça? Avec Carl Malenfant directement. C'est pour ça que vous émettez plusieurs hypothèses. Hein. S'il demande les prix des soumissions, il y a un problème. S'il demande le prix public de SAP, il n'y a pas de problème parce que c'est public. Donc, vous émettez des hypothèses, mais vous n'avez pas parlé personnellement à Carl Malenfant pour rédiger ce projet de réponse. Et je comprends que votre réponse est adressée à Sylvie Chabot, qui donne suite à un courriel du 9 novembre 2016 de M. Rodrigue Côté. J'imagine que c'est ce qui est en dessous. Là, je ne le vois pas. Là. Oui, puis si vous voulez descendre, Mme la greffière adjointe, vous avez raison. Merci de me le rappeler. Je l'ai à mon écran aussi, et moi, je peux le déplacer, mais pas vous. Alors, oui, merci de me le rappeler. Donc, 9 novembre, là, vous le voyez en bas, là, tout à fait. Bon, mais probablement... Si je devais répondre à ça suite à ce que moi puis Sylvie, Sylvie Chabot, on était interpellés. Puis je préparais un courriel pour la rencontre avec Rodrigue que Sylvie a eu ou qu'on a eu, ça, je n'ai pas de mémoire. Et je comprends que la réponse de M. Rodrigue qui est transférée à Sylvie, c'est Sylvie Chabot, c'est une réponse qu'il adresse à Carl Malenfant. Voici la réponse du SCT. Il parle à Carl Malenfant. Oui. Et on n'a pas la réponse du SCT là, qui suit. Est-ce que vous l'avez vue, cette réponse-là? Très bien.
Donc, lorsque vous rédigez le projet de réponse, vous dites que vous avez été consulté sur cette réponse-là, mais vous n'avez pas parlé à Carl Malenfant sur la nature véritable de sa demande. Je n'ai pas parlé à Carl Malenfant, donc je n'ai pas la demande précise Initiale. de Carl Malenfant. Mais je sais qu'il y a eu des discussions autour de ça, des impacts, mais je n'ai pas de mémoire de fait concret sur c'était quoi la demande exacte. Ni les raisons qui la motivent. Vous faites signe de tête que oui. Je n'ai pas de certitude de la raison. C'est pour les faits de l'enregistrement, j'ai Oui, besoin vous avez d'avoir un oui raison, ou un non. Par habitude. Donc, bon. non, je n'ai pas de mémoire de la raison, que j'ai su la raison exacte de sa demande. Si c'était le cas, je n'aurais sûrement pas écrit le courriel demain. Ouais. Alors, je vous remercie, M. Vincent. Je n'ai pas d'autres questions, M. le commissaire. Merci. M'interroger. Non. Alors, comme je le disais, au témoin qui vous a précédé, je suis dans ma tête au niveau des recommandations également. Dans un premier temps, merci pour votre témoignage. Merci également de nous avoir incommodés. On a scindé votre interrogatoire, votre contre-interrogatoire en deux. Donc, c'est fort apprécié. On l'a fait dans votre ville également. Donc, on l'a fait à Québec plutôt que de vous faire revenir à Montréal. Alors, dans un premier temps, avez-vous quelque chose à ajouter? Puis ensuite de ça, on ira peut-être à des recommandations. J'aurai peut-être des questions plus précises en raison de votre statut. Là, je vais vous laisser aller. Recommandations. Oui. Je vais me permettre de sortir de ce rôle où j'ai été interrogé de... Oh, non, mais là, vous n'êtes plus dans ce rôle. plus Vous large. n'êtes plus dans ce rôle-là. Il y a souvent eu des discussions dans ce projet-là autour du contrat. Est-ce qu'il y a la gestion de risque? Est-ce que le contrat est capé? Etc. Des contrats sur toute cette envergure-là, à un moment donné, il faudrait que ça soit écrit clairement. Puis là, je m'excuse à tous mes collègues avocats, mais c'est souvent, on se dit, oui, c'est blindé, puis quand on arrive d'un fait, après, ça ne l'est pas. C'est très complexe. OK? Donc, c'est une expertise que je pense qu'il va falloir qu'il se développe pour des choses comme ça, selon plein de critères. La SAC a fait des apprentissages là-dedans. Je pense que l'ensemble de l'appareil gouvernemental va devoir faire des apprentissages de ça pour, surtout au niveau des contrats, où souvent on est pris aussi avec, ils veulent leur version, notre version en tout cas. C'est compliqué. Je tenais à préciser ça. Deuxième des choses, je vais revenir au début. S'assurer tout le long que le besoin d'affaires est clair, toujours arrimé avec le client, OK? Et que celui-ci puisse intervenir en cours de développement et non l'équipe projet a son scope qui part, mais en chemin, à un moment donné, c'est un projet très long, donc les affaires continuent. OK? Puis on peut s'éloigner de la cible qu'on s'était donnée en 2013-15. Donc, c'est important de rester bien aligné et que les tests puissent être faits par les utilisateurs finaux pour être capable de plus facilement s'apercevoir des gaps et autres. Il y en a toujours, c'est correct. OK? Ou sinon, la gestion du changement est très compliquée. Je vais dire ça de même. Donc, moi, c'est là. Puis comme disait mon collègue qui est passé juste avant, M. Cloutier, il faut que le scope soit clair, puis qu'on puisse à un moment donné tout bien planifier ça pour y arriver. De se dire qu'on a un scope à peu près, puis on va livrer ce qu'on peut, à un moment donné, on arrive avec des failles que le service à la clientèle a de la misère après. Je vais préciser ça. Des commentaires supplémentaires, si vous permettez, sur ce que j'ai dit. Sûrement que ce qu'on a fait n'a pas été parfait pour l'appel d'offres. OK? Je ne dirais pas l'inverse. Mais tout le long, tout le monde qui était autour de l'appel d'offres, les autorités ont cherché à mettre beaucoup de mesures de mitigation, je vais prendre le bon terme, pour essayer de diminuer tous les risques, puis le risque zéro n'existe pas. OK? Donc, il faut juste se souvenir de tout cela. Puis là, la SAC n'est pas fière de la situation où est-ce qu'on est, mais aux citoyens, je veux dire, ce n'est pas les personnes que vous rencontrez dans les centres de services
qui peuvent vraiment corriger les choses. Ils sont au moins aussi irrités qu'eux par ce qui se passe. Eux, vous êtes peut-être le 20e client dans la journée, j'exagère sûrement, 5e client dans la journée qui n'est pas capable de rendre le service, puis eux, c'est ça. Leur gain dans la journée, c'est d'être capable d'aider les clients. Donc, restons respectueux là-dedans, puis on va tous y arriver ensemble. Puis on va prendre note de vos recommandations pour la suite. Je voulais poser à vous la question parce que, bon, Mme Chabot, on a terminé tard jeudi, là, puis je m'en veux de ne pas y avoir posé la question. Mais je m'interroge, moi, puis je ne veux pas sembler préjugé, là, mais sur le rôle du RORC. Donc, le responsable d'observation des règles contractuelles. Puis, je l'ai devant moi, là, j'ai un des rapports, là, qui est de veiller à ce que la gestion contractuelle de l'organisme se fasse en conformité avec la loi, les règlements et les directives en vigueur. Il agit comme conseiller du dirigeant de l'organisme en matière contractuelle et le soutient dans ses obligations, les redditions de comptes et d'imputabilité. Rôle du RORC, là. Ici, là, c'était M. Frenette, là. Oui. Techniquement, quand je regarde la ligne, là, Mme Chabot était directement sous M. Frenette. Est-ce qu'il y a une problématique, quelque chose à corriger sur le rôle du RORC? J'ai déjà dans la tête certaines affaires là, par rapport au conseil d'administration, mais je m'interroge, puis j'aimerais ça vous entendre là-dessus, si vous avez des idées, là. J'enlève les individus, là. Je nomme pas M. Frenette, là, mais vous comprenez ce que je veux dire, là? Bien, le rôle tel qu'il est écrit pour le RORC, je pense qu'il est correct. OK? La question, c'est comment chaque organisme le vit puis l'applique. Dans des projets comme ça qui étaient comme la vision future de la SAAC, puis qui allait tout faire... tout était accroché à... est-ce que le RORC a le pouvoir réel pour tout faire? Mais ma question, c'est, ne doit-il pas être plus indépendant? Dans le sens que la haute direction, là, c'est vraiment Tremblay, c'est VP. Là. Oui, mais c'est Frenette est un VP. C'est là qu'il faut se poser la question s'il doit être à l'intérieur de la SAC ou être un rôle peut-être externe plus au niveau du CA ou des choses comme ça pour être capable de vraiment avoir totalement son indépendance. Parce que vous l'avez bien soulevé, le RARC dépend aussi à l'interne. Je ne soulève pas qu'il y a eu des pressions de Mme Tremblay nécessairement, mais c'était ses collègues puis sa supérieure qui était le comité de direction. OK? Donc, il faut se poser des questions pour être capable de lui donner toute l'indépendance ou au moins lui donner le pouvoir de pouvoir bien intervenir. Je ne suis pas sûr qu'il faut lui donner le pouvoir de bloquer, mais de s'assurer qu'il y a une reddition de compte si ça passe à côté des normes, puis une reddition de compte pas juste à l'interne. Je ne dis pas public, mais au moins peut-être auprès de l'autorité des marchés publics ou quelque chose comme ça. Parce que dans la hiérarchie, il est l'équivalent de Carl Malenfant. Totalement. Le VP au même niveau. Oui. Et en haut, c'est Mme Tremblay. C'est ça. Donc, à un moment donné, peut-être qu'il se retrouvait même à se battre contre 6 collègues sur des aspects parce que il voulait de faire avancer la SAAC avec ça. Donc, à un moment donné, les enjeux contractuels, pas enjeux contractuels, mais les enjeux de conformité, tout avant, bien, ça doit des fois ralentir des projets, puis c'est jamais le fun pour personne. Mais c'est là le défi de la fonction publique, c'est de rester quand même efficace, tout en s'assurant d'une saine gestion des deniers publics. Suite à mes observations, mes questions, il me reste à vous remercier. Merci beaucoup à vous. Puis on va vous lire attentivement à l'automne. Parfait. Faites d'autres choses, par contre, comme vous avez dit. Non? Merci beaucoup. Merci, au revoir. Alors, je comprends qu'on doit quitter les lieux maximum 3h30, donc on ne commencera pas d'autres témoins aujourd'hui, bien évidemment. Alors, je reste à vous souhaiter bonne soirée à tous. Veuillez vous lever. Ajournement demain matin, 9h30. Voilà,